Léon Blum occupe une place modeste dans notre mémoire, loin de refléter l'importance de son héritage et l'intensité de son destin hors du commun. Dandy parisien adulé par les ouvriers et redouté par le patronat, haï par les réactionnaires et les antisémites, le leader socialiste fut au carrefour des fractures de la société française de l'entre-deux-guerres. Devenu le bouc émissaire de Vichy après la défaite de 1940, Léon Blum fut déporté à Buchenwald puis rescapé de la Shoah. Son combat pour la justice et l'égalité concentra sur lui toutes les haines, une violence qu'il affronta sa vie durant avec un courage méconnu. C'est pour l'ouvrage Léon Blum, une vie héroïque, qu'il a écrit avec un collectif de chercheurs et de chercheuses, que l'auteur Philippe Collin était reçu à la librairie Ombre Blanche le 16 octobre 2023 pour un débat animé par Olivier Loub. Bonne écoute. Bonsoir tout le monde, bienvenue. D'abord remercier la librairie Ombre Blanche de nous accueillir et de permettre toute cette vie intellectuelle et ces réflexions sur, on va le voir, ce que peut être un socialisme humaniste dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui. Là, c'est le professeur d'histoire qui vous parle, et on a vécu aujourd'hui dans les établissements des cérémonies de commémoration, et je crois qu'une des meilleures façons d'être ensemble, c'est aussi de parler de ce qui peut nourrir et la réflexion et la suite. Et ce Léon Blum tombe à pic, cher Philippe Collin. Et deuxième remerciement, bien sûr, à Philippe Collin de venir nous parler de ce livre. Dire d'abord, j'imagine, parce que vous êtes des auditeurs, probablement, et si ce n'est pas le cas, vous avez de la chance, vous pourrez découvrir Philippe Collin et l'écouter bientôt. La chance que nous avons de recevoir Philippe Collin, et pour un livre qui, effectivement, est un livre qui doit beaucoup à l'actualité de ce que la radio, en ce moment, développe le plus, c'est-à-dire le travail de l'écriture par le podcast et de l'écriture de l'histoire. En quatrième de couverture, il y a écrit « Philippe Collin est producteur de radio, auteur et journaliste ». Et ça n'est pas dit, mais il est aussi, et il est de plus en plus, à la fois auteur de bande dessinée. Tout à l'heure, il était d'ailleurs avec son dessinateur, non pas favori ni préféré, mais celui avec lequel il travaille le plus, on peut le dire comme ça. Donc c'est Sébastien Goethals qui vit dans la région, effectivement, et il est aussi, avec tout son travail, devenu un historien, parce que ce n'est pas que l'académie qui fait les historiens, c'est aussi le goût, le travail et la confrontation. Et dans ces confrontations de ce qu'on peut écrire et comprendre du savoir, il y a la publication. Alors, cher Philippe Collin, le début de mon propos sera très simple, hein. C'est au fond, comment passe-t-on d'un podcast à un livre? La question peut paraître évidente, mais est-ce que dès le podcast, il y avait le livre en tête? Et est-ce que dès l'écriture du podcast, car c'est une écriture, on pense à le traduire en livre? Bonsoir à toutes et à tous déjà, et puis merci d'être si nombreux ce soir. Ça m'émeut toujours de voir des auditeurs ou lecteurs qui viennent assister à des échanges, donc ça me fait très plaisir. Voilà. Et merci à Olivier Loub pour son accueil. Alors, pour répondre à cette question, non, pas du tout. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on n'a pas du tout pensé à ce projet de livre à l'amorce du podcast. Il y a une raison très simple, c'est que ma direction n'était pas très convaincue par l'opportunité de Léon Blum. Non pas contre Léon Blum, mais parce que nous avions produit 4 séries de podcasts qui avaient très très bien marché, avec des hits historiques. Je mets des guillemets, bien sûr. Là-dedans, il y a Napoléon, il y a Molière, il y a Philippe Pétain, qui est un hit de l'histoire, quoi qu'on en dise. Et donc, ça avait très bien marché. Et je suis arrivé au printemps l'an passé, 2022, en disant, voilà, à la rentrée, j'ai un pressentiment. J'expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure, mais je crois en Léon Blum. Et alors là, on m'a dit, écoute, comment te dire on sort du hit quand même là, donc on m'a dit, je sais pas trop comment tu vas t'en sortir, mais tu vas partir pour faire d'accord, parce que comment dire, la qualité de cette radio demeure que si vous êtes convaincant, la confiance se noue. On parle de France Inter, de France bien Inter, sûr. Pardon, excusez-moi. Mais... Bien sûr, pardon. Merci Olivier. Et donc la confiance se noue. Donc on me fait confiance et on me dit, vas-y sur Léon Blum, avec des contraintes.
On me dit, tu vas faire 4 heures seulement. Comme ça, on ne casse pas trop la machine. Si ça vautre, ce ne sera pas trop. Voilà. Donc, et moi, j'ai l'objectif de faire au moins le double, de faire 8 heures. Et j'en parle parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est que je dis oui pour 4, je signe pour 6, et on termine à 9. À la fin, ils m'ont dit on aurait aimé 10. Voilà, je dis ça parce que, et j'ai fini, c'est qu'en fait, évidemment qu'il n'est pas question de faire un livre. Vous imaginez bien, on part, on est fébrile, on est un peu fragile sur Léon Blum au départ. Et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ce podcast a rencontré des publics nombreux, divers, variés, de gauche, de droite, des jeunes, des vieux, une France qui se cherche peut-être, voilà. Et ça a pris des proportions assez inouïes au point qu'aujourd'hui, c'est notre hit. C'est notre plus gros hit. Plus que Pétain ? Alors, à date, non. Mais Pétain est à 2,8 millions. Blum est à 2,2 millions. Mais si on se projette sur oui, mais si on se projette sur l'historique, il va faire au moins plus de 3 millions. Donc il va passer devant Pétain d'ici à peu près avant la fin de l'année. Donc c'est notre plus gros hit. Et donc à l'issue de ça, Olivier, évidemment, on s'est dit, alors il y a un intérêt, créons un livre qui puisse peut-être être l'illustration à la fois même visuelle et intellectuelle de ce qu'on a fabriqué à la radio. Avec un objet. Alors on avait fait un livre sur Philippe Pétain, mais qui est très différent celui-ci, parce qu'on s'est dit, là on veut que ce livre, il soit à la fois le reflet de ce qu'on a fait, mais qu'il y ait une incarnation quasiment de tout le casting. C'est-à-dire que vous allez croiser quasiment tous les personnages que vous croisez dans le podcast. Pas que Léon Blum, beaucoup Léon Blum, mais tout le reste. C'est une sorte de grande épopée à travers le XXe siècle en images. Voilà. Donc c'est arrivé parce que Blum est devenu un hit. Voilà. Ce livre, il n'est jamais pensé avant. Il est pensé qu'après, évidemment. Voilà. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que lorsqu'on prend ce livre, il est très différent du Pétain. Et en revanche, il semble écrit comme un podcast. Et c'est pour ça que la surprise dans votre première réponse est très intéressante, parce qu'on aurait pu imaginer que la forme qu'emprunte le livre, au final, qui est celle d'un podcast, image en plus, on y reviendra, parce qu'il y a une iconographie formidable, très abondante et passionnante, eh bien, c'était pensé dès le début. Donc, le succès arrive, tout est fait pour que désormais ça débouche sur un livre. Alors pourquoi ne pas le faire comme le Pétain ? Pour 2 raisons. La première, c'est le retour des lecteurs. Et ça, j'y suis toujours attaché. Et ce soir, c'est une rencontre, et donc on va échanger. Tout à l'heure, on pourra discuter de manière individuelle. Et j'ai entendu des réflexions sur le livre de Pétain qui m'intéressaient, qui était finalement une sorte de longue interview un peu séquencée et qui était pas facile d'accès en lecture, alors qu'on avait imaginé que ce soit facile. Donc là, l'éditeur m'a dit, on va faire autrement. On va intégrer tes textes à toi, qui vont reprendre le récit, le fil du récit, et on va réécrire les interviews, on va les absorber, on va les recracher, on va les faire relire par chacun des historiens. Je montre Olivier parce qu'il participe à ce podcast et à ce livre, bien sûr. Donc, on va leur proposer une autre mouture, et qui ne sera pas une succession d'interviews, mais un vrai récit qu'on va développer comme le podcast. Et au lieu d'avoir des sons d'archives, on va mettre des illustrations iconographiques. Voilà. Donc on l'a vraiment pensé autrement, on l'a pensé comme un récit de bout en bout, en étant très fidèle au récit du podcast. Voilà. Mais c'est un gros travail qu'ont fait les éditions Albin Michel derrière. C'est un très gros travail d'adaptation. Donc, voilà. Et ça fonctionne. Alors je ne dis pas ça parce qu'en partie je suis dedans, mais ça fonctionne parce que pour ceux que tu avais convoqués à la Maison Ronde à Paris, et ça c'est toujours un bonheur, évidemment on voyait très très bien le travail préalable qui est celui... Bon, parce que pour faire un podcast, effectivement, l'auteur du podcast va construire tout son cheminement, et les historiennes et les historiens, on arrive, on apporte notre pierre dans des cadres précis. On mobilise tous les amis, comme Rémi Pêche, qui est là devant au premier plan. Qui a été précieux pour Narbonne. Extrêmement précieux pour le député de Narbonne, et dans lequel j'aurais pas pu dire 2 mots d'ailleurs à ce sujet-là, si ce n'est les banalités qu'on peut trouver ailleurs. On mobilise les amis, on monte, on vient, et c'est déjà très inscrit, très travaillé, très écrit. Donc ça a été réécrit à nouveau. Le succès donc passe par aussi le remplacement des sons en quelque sorte. Il y en a quand même, c'est-à-dire il y a la retranscription d'archives sonores dans le livre, mais par des images. Et là, parce que c'est ce que vous saisirez en premier, ces images. Qu'est-ce qui a le plus surpris l'auteur, qui est Philippe Collin, lorsque l'iconographie lui parvient? Déjà,
ça avait été travaillé, et quelle est celle qu'on pourrait mettre en premier? Il y a bien sûr celle qui est sur la couverture, mais comme tous les auteurs, j'imagine qu'il y a à l'intérieur du livre une image cachée ou pas cachée que tu voudrais mettre en premier. Elle est pas cachée, mais c'est la dernière du livre. Ben. En fait, je la trouve... Qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce livre? C'est que j'ignorais qu'il y avait autant d'iconographie sur Bloom, donc j'en connaissais beaucoup, mais pas toutes. Et dont j'en ai découvertes certaines. Et Olivier me propose de vous proposer une image. Et mon éditeur m'a sorti une image que je ne connaissais pas, qui est une double page, voilà, qui est Léon Blum, sur la fin de sa vie, au bord d'un lac. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est une image qui est parfois un peu contre-intuitive, parce que vous voyez que dans une lecture occidentale, il regarde de l'autre côté. Il regarde vers l'arrière. Il regarde vers le passé. Et donc, je suis très ému par cette photo parce qu'elle existe comme ça. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons retournée. Elle est prise comme ça. On aurait pu trafiquer la photo, mais elle est prise comme ça. Et je trouve ce vieil homme, qui est un sage de la République, qui est là et qui peut-être réfléchit à ce qu'il a vécu depuis 70 ans, tout ce qu'il a vécu, les joies, les peines, les malheurs, tous les malheurs, toutes les joies aussi, toutes les réussites. Et nous sommes face à lui. Et peut-être qu'en voyant ça, je me suis dit... qu'est-ce qu'on a fait de toi, Léon? Qu'est-ce qui reste de tout ce que tu regardes? Voilà. Et je suis très ému par cette photo. En fait, voilà. Et quand il me l'a montrée, je lui ai proposé qu'on la mette. Alors, évidemment, c'est aussi lié à sa chronologie, c'est un vieux monsieur, mais je lui ai dit, est-ce qu'on peut terminer avec ça? Voilà. Parce qu'il y a aussi une grande quiétude dans cette photo. Et je trouve qu'on a besoin un peu de quiétude, peut-être. Et je trouve qu'il est rassurant. Et l'arbre, bien sûr, l'arbre qui n'est pas une chimère. Hein. J'ai relu cet été Les chênes qu'on abat. Exactement. Mais un arbre, un sol pleureur, pas pleureur. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, un arbre, c'est enraciné. C'est enraciné, c'est un projet, un arbre. Un arbre, ça grandit. C'est pas un nuage qui passe dans le ciel. Voilà. Et voilà, je suis très attaché à cette photo. Donc voilà, je pensais pas que tu allais me poser cette question. Mais bien sûr. Et moi, je savais pas ce que tu allais me répondre, mais ça va très très bien. Parce qu'en fait, j'aimerais qu'on commence par la fin, mais qui a été le début pour toi aussi. C'est lorsque tu vas trouver à France Inter les décideurs et on te répond et en fait tout par delà, c'est quand même qu'il y a une mémoire. Et je voudrais qu'on parle de la mémoire de Léon Blum avant de dire ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé, ce qui va nous nourrir. On finira par l'héritage, mais d'abord la mémoire. Tu mets les deux dans le dernier chapitre, dans le chapitre numéro 9. Mais moi, comme d'autres, hein, on est frappé par une mémoire finalement qui est discrète, qui parfois même est une contre-mémoire. Et alors, si on prend les échelles de cette mémoire, la mémoire nationale, la mémoire de la gauche et la mémoire des socialistes, trois mémoires différentes, comment comprendre ce qui fonctionne? Alors, à l'échelle nationale, pourquoi Léon Blum est-il un homme, finalement, un homme politique, qui est à la fois connu, mais méconnu et très peu revendiqué? Alors, je pense qu'il est, d'un point de vue national, il est enseveli sous deux linceuls, qui sont deux contre-mémoires nationales et qui sont très simples à comprendre. Hein. La première, c'est la contre-mémoire gaulliste. Hein. C'est-à-dire que, à partir de 1958, le général de Gaulle vient surplomber l'histoire de France, l'homme du 18 juin par ailleurs, hein, donc qui existe depuis longtemps déjà, et il va construire un modèle républicain qui est à l'opposé de ce que Blum incarne. La cinquième n'est pas la troisième. Nous avons un régime présidentiel fort et un régime parlementaire. Léon Blum incarne celui qui parlemente, celui qui est l'homme de la Troisième République. Et donc, évidemment, c'est pas un contre-modèle, mais quand même. C'est-à-dire qu'il incarne quelque chose qui ne convient pas à la mémoire gaulliste. Donc, les gaullistes ne l'ont jamais réclamé comme un totem, et on comprend bien, d'accord ? Par ailleurs, ayez en tête aussi que cette Troisième République, dans la mémoire nationale, elle est associée à une faillite. Tout ça se termine au régime de Vichy. Donc cet homme-là des années 30, malgré lui, Léon Blum, incarne un régime qui a failli et qui a conduit à Philippe Pétain. Donc, et De Gaulle, évidemment, se met à distance de ça. Autre contre-mémoire, très puissante, la mémoire communiste. On oublie, mais en 1945-1946, c'est le premier parti de France. C'est-à-dire c'est un parti extrêmement puissant dans les urnes et qui a des revendications fortes. Et pour ce parti communiste, Léon Blum reste celui qui a dit non au congrès de Tours.
reste celui qui a trahi la révolution des prolétaires en 1920, celui qui n'a pas voulu suivre Lénine. Donc, évidemment, il est enseveli sous cette deuxième mémoire. Ayez en tête, par exemple, qu'en 1946, il y a un congrès national du Parti socialiste, il y a 2 candidats, comme aujourd'hui encore, qui sont appelés à diriger, à être secrétaire national, général de la SFIO. D'un côté, Daniel Mayer, qui est donc l'héritier de Léon Blum, le bloomisme, de l'autre, Guy Mollet, qui lui est un héritier, on va dire, d'une école marxiste. Et Mollet gagne à plat de couture. Il bat Daniel Mayer. Et donc, y compris, et là j'en viens au Parti socialiste, quelque part, il va se retrouver enseveli sous une 3e contre-mémoire, sous un 3e linceul. C'est-à-dire que ni la SFIO ne revendique Blum, évidemment pas les communistes et pas les gaullistes. Voilà. Ajoutez à ça peut-être une dimension sur laquelle on pourra revenir, il est juif. C'est important de le dire, il est juif. Peut-être que là, il y a aussi une contre-mémoire qui joue. Peut-être qu'il y a aussi une culpabilité, impensée, inconsciente. Cet homme qui a beaucoup souffert de cet antisémitisme des années 30, puis de la déportation, puis de Buchenwald. Est-ce que nous n'avons pas un problème avec ce passé que on n'a peut-être pas assez vu dans les années 30. Voilà. Et ça reste une minorité française. Donc, est-ce que c'est pas compliqué là aussi? Donc, en effet, il est totalement enseveli sous des contre-mémoires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je croise beaucoup de gens qui ont découvert ce podcast et qui me disent « mais je ne connaissais pas Léon Blum. Je ne connaissais pas autant Léon Blum. Léon Blum reste les congés payés, pour faire très vite. » Donc, voilà. Et même pour 36, Léon Blum, c'est les congés payés, mais dans la mémoire de la gauche, bien sûr. Et on est à Toulouse, Léon Blum, c'est aussi la non-intervention en bien Espagne. Sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, ça tombe beaucoup. Mais ça c'est un dossier intéressant qu'on peut évoquer, bien sûr. Ça reste, mais j'ai presque envie de dire, ça participe de la contre-mémoire communiste. C'est-à-dire que, en effet, une partie d'une gauche, on va dire, qui n'est pas que le PCF d'ailleurs, mais aussi au Parti socialiste, reproche à Blum cette non-intervention. Maintenant, moi, comment dire, je suis pas là pour juger Blum ni le reste, mais il faut quand même toujours avoir en tête le contexte de 1936. Donc, il faut quand même se souvenir dans quel contexte Blum choisit, en effet, de non intervenir, en mandatant quand même Pierre Cotte et Jean Moulin de livrer des armes et des avions aux républicains espagnols. C'est-à-dire que non-intervention ne veut pas dire ne rien faire, en ayant en tête tous, mais j'ai l'impression que vous le savez tous, que les Anglais menacent de rompre les alliances si la France intervient. Ça veut dire une république fragilisée face à Franco, face à Hitler, face à Mussolini, avec plus d'Anglais. Faire de la politique, c'est aussi parfois, quand on est responsable politique, prendre conscience d'une situation et faire des choix contre soi-même. Vous savez, c'est le pire moment pour un leader socialiste d'être au pouvoir en 1936. C'est le pire moment. Et pourtant, vous voyez, il est élu, il prend le pouvoir le 6 juin, le 18 juillet, c'est la guerre civile en Espagne. Il a quelques semaines d'une embellie, et puis directement, c'est la catastrophe, vous voyez. Et pas n'importe quelle catastrophe, on parle de républicains espagnols qu'il faut aider. Et d'ailleurs, son cœur saigne, il le dit dans un discours magnifique, à Luna Park. Vous voyez, donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai, c'est très juste. C'est un ressort qui a participé à la contre-mémoire de Blum, puisqu'une partie de la gauche, à l'intérieur de la gauche, lui reproche encore ça aujourd'hui. Combien de personnes, ça reste minoritaire, mais ça existe, m'ont dit à gauche, tu t'occupes d'un salopard. Voilà. Parce que du coup, il a lâché les Espagnols. C'est minoritaire. Mais ça existe, vous voyez, c'est-à-dire que ça existe dans le podcast, Pascal Horry, il en parle. C'est-à-dire qu'on doit affronter ça aussi, c'est-à-dire que c'est celui qui n'a pas soutenu les Espagnols. Mais pour moi, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Et pour en finir avec cette mémoire, effectivement, il n'a pas été revendiqué comme un inspirateur de la modernité de la République, que ce soit bien sûr côté gaulliste, là, évidemment, même s'il y a des bémols, mais aussi du côté de la gauche, puisqu'au fond, les gauches qui vont réinventer le socialisme sont beaucoup plus à gauche que lui dans des jeunesses trotskistes ou maoïstes. Mais par ailleurs, la figure qui incarnera, même si on veut repenser à une république parlementaire, c'est plutôt Pierre Mendès France que lui, dans une gauche au sens large. Effectivement, là, il y a un déclassement de Léon Blum. Et pourtant, cette modernité, elle est très intéressante à aller voir de plus près, en commençant par le commencement, c'est-à-dire le fait que Léon Blum, quittons la mémoire et allons vers l'histoire et son action, Léon Blum, c'est d'abord quelqu'un qui est à la fois un juif alsacien et un dandy parisien. Alors les deux à la fois, nous qui avons l'image
et jusqu'à la fin du volume d'un vieil homme au bord du lac de Garde, Absolument. qui regarde un avenir qui est un peu rétro-projeté. Là, nous avons, avec cette naissance de Léon Blum à la vie privée et publique à la fois, une figure étonnante. Bien sûr, d'abord, son rapport à la judéité plus que judaïté, mais il n'empêche, jusqu'au bout, son lien, par exemple, avec le mouvement sioniste est quelque chose de fort. Et donc, Léon Blum n'est pas simplement, comme d'autres figures, le juif des antisémites. C'est aussi, effectivement, quelque... Alors, cette famille juive alsacienne, beaucoup de fantasmes autour de ça. Beaucoup trop. Grande bourgeoisie, moyenne Mais bourgeoisie, voilà. Petite bourgeoisie, à vrai dire. Et c'est ça qui est intéressant chez Blum. On l'oublie souvent parce que, je vais le dire ce soir, l'histoire de Léon Blum, c'est l'histoire d'une fantastique ascension sociale. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas ce que Pierre Birnbaum appelle un juif d'État. Il va devenir un juif d'État, mais ce n'est pas un juif d'État. Ses parents sont des commerçants à Paris, de rubans et de velours, dans le sentier de Paris. C'est une boutique qui marche très bien. Ils vont être un petit peu à l'aise, mais ça reste un petit commerçant. Et c'est par les études, c'est par sa brillance au lycée, c'est par l'école normale supérieure qu'il va d'ailleurs quitter, se faire renvoyer à vrai dire, qu'il va accéder à un statut supérieur. C'est un très bon mariage qu'il va faire aussi avec Lise Bloch, sa première femme, qui, elle, appartient à une famille de juifs d'État. Ce qu'on appelle les juifs d'État, c'est des juifs qui ont intégré la République dans des postes de fonctionnaires assez élevés et qui, au nom de l'intégration d'une communauté juive dans la République française, prend le chemin de l'excellence. C'est-à-dire les grandes écoles, les grands diplômes, les officiers de l'armée. Dreyfus est un juif d'État. Et donc Blum devient un conseiller d'État. Donc il devient un juif d'État. Et il va devenir président du Conseil. Je vous le redis, ce n'est pas un grand bourgeois qui a tracé sa route, c'est un petit juif du sentier qui était confortable, qui est devenu un homme d'État. Donc c'est aussi une ascension sociale. Il ne faut jamais l'oublier parce que dans les clichés qui se dégagent autour de Blum, on se dit « Ah, bah, c'est un bourgeois ». Oui, il y a une aisance quand il est enfant, mais c'est une petite aisance de commerçant qui fonctionne bien à Paris, pas plus que ça. Et donc c'est important, et c'est une famille qui reste dans une tradition juive. Donc on imagine qu'on peut parler un peu yiddish à la maison quand il était petit, il doit faire les fêtes juives, on dit qu'il mange un peu cachère quand il est gamin, mais on ne sait pas vraiment, mais voilà, c'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de syncrétisme entre une culture juive et une culture républicaine. Voilà. Et ça c'est important parce qu'il est, il incarne ça. Il est juif alsacien, et évidemment qu'il y a la tzedaka qui est essentielle à sa vie. C'est-à-dire que dans cette culture juive, il y a ce qu'on appelle la tzedaka, donc en hébreu qui veut dire la justice, qui est transmise par sa mère d'ailleurs essentiellement, et par son milieu. Et c'est vraiment extrêmement important parce que, vous savez, la justice au sens de la tzedaka, ce n'est pas la charité. Et ce qui va donc habiter tout au long de sa vie Léon Blum, c'est l'équité sociale. C'est-à-dire comment est-ce que ce n'est pas juste une redistribution au nom d'une valeur qui serait celle du rachat des âmes. C'est pas ça. Vous savez, la mère de Léon Blum, quand il y avait donc les enfants, il y avait 2 pommes. Je raconte ça dans le podcast, c'est une archive, c'est assez fascinant. Elle coupait chaque pomme en 2 et elle donnait une demi-pomme, mais de l'autre pomme à chacun des enfants, en disant voilà, c'est ça la tzedaka. C'est-à-dire que tout le monde a la même chose. Alors, évidemment, c'est un projet un peu utopique, mais ça habite profondément Léon Blum. Et on verra tout au long de sa vie que cette tzedaka, elle est extrêmement importante, qu'elle va d'ailleurs rencontrer le chemin du socialisme. Au départ, Blum n'est pas socialiste, du tout. D'ailleurs, il est même fasciné par Maurice Barrès, le culte du moi. Il est fasciné par un accomplissement individuel. Mais sur le chemin, il va croiser notamment l'affaire Dreyfus, Jaurès, et cette génération de jeunes juifs habités par la tzedaka va rencontrer le socialisme en chemin. Et donc c'est en passant par la tzedaka qu'il devient socialiste. Et par évidemment l'affaire Dreyfus. Donc vous voyez, c'est un chemin qui est méconnu, complexe, mais qui dit aussi qui il est, et j'aime bien le dire, c'est un juif français. Il est à la fois juif et français. C'est donc un héros républicain français. Et c'est important de le dire parce qu'il a tellement été accusé d'être un faux français. Vous voyez, non, il est à la fois de culture juive et profondément habité par la République. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça dit aussi sa modernité, c'est-à-dire la multiplicité des identités.
voyez, il est à la fois juif et français, il est à la fois masculin et sensible, il est à la fois un intellectuel et un homme politique de l'action, il est à la fois un bourgeois, mais sensible aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce podcast a aussi bien marché, c'est qu'il est profondément contemporain. Nous savons ce que c'est qu'aujourd'hui, plus qu'avant, être dans des multiples identités. Hein, nous le savons plus. Vous voyez que le monde a changé. Nous sommes plus dans ce monde-là. Et bien peut-être que Bloom rencontre des aspirations de l'époque. À dire que tout d'un coup, il devient moderne, comme on dirait. Ah, ok, en fait, je comprends Bloom. Il est fait de plein de choses. Il n'est pas qu'une seule chose. Voilà. Et ben, je pense que ça a fait rencontrer l'époque et qui fait que tout d'un coup, on fait 2,2 millions en téléchargement. Vous voyez, parce que tout d'un coup, on se dit, ah, mais attends, il a des trucs à nous dire, en fait. Il a des trucs à nous dire. Voilà. J'y crois à ça. Voilà. Oui, on peut y croire d'autant plus que cette génération qui est celle de... C'est quelqu'un qui est né en 82, hein, donc cette génération qui est celle... 72. Non, mais 72. 72. C'est pour moi. Donc, qui est né en 72, qui va donc se réaffirmer à travers l'affaire Dreyfus, il est un de ceux qui, et c'est pas le seul dans sa génération, bien sûr, à faire tenir ensemble le commun universaliste et le fait qu'il se sait et qu'il sait être un minoritaire. Et donc, cet universalisme des minoritaires, c'est quelque chose qui évidemment nous touche encore, et peut-être plus que jamais, puisqu'il ne s'agit plus de totaliser l'universalisme face à la nécessité d'intégrer nos identités ou le récit que l'on fait de nos appartenances. C'est important ce que tu viens de dire. Ah, merci beaucoup. Non, parce que ça raconte beaucoup Léon Blum, ça vous parle à tous ce que vient de dire Olivier. Voilà. C'est pour ça qu'il est moderne, Léon Blum. Et cet universalisme des minoritaires, c'est qu'un autre auteur qu'on a pu recevoir il y a peu de temps, qui en parle aussi, cette fois-ci, à propos de Jean-Jacques Goldman. Et il y a ce type de filiation, c'est-à-dire de penser le commun à partir. Et là, vous savez que le héros de Jean-Jacques Goldman, c'est Léon Blum. Alors ça, non, je ne savais pas. Voilà. Donc, voilà. Et je vais même vous le dire, c'est juste une question de... Mais je sais qu'il a écouté le podcast et qu'il a adoré. Donc j'en suis très heureux parce que voilà, c'est son héros de famille et de historique. Donc, ça lui parle forcément beaucoup, je pense, Blum. Donc, Alors comment l'identité de Blum est-elle publique ? Finalement, elle est assez peu dans l'espace public. Il faut bien avouer, il n'y a pas, par exemple, des lycées Léon Blum, je ne sais pas. Très peu. S'il en existe, j'espère que oui. Il en existe. Voilà. Mais très peu. Et à Paris, il y a donc une statue voulue par François Mitterrand, qui est magnifique d'ailleurs, je trouve. Oui. Et statue de Garel. Ouais, c'est ça. Et un square avec une plaque qui dit la chose suivante: homme politique et écrivain. Mais c'est presque une inversion de la vie de Léon Blum, puisqu'il s'est voulu, et il a démarré dans le monde de l'écriture. Et lorsqu'on dit dandy libertin, on a affaire d'abord et avant tout à quelqu'un qui est un intellectuel, et même un grand intellectuel. Et ça fait partie peut-être aussi de son oubli, mais en tout cas de son mépris d'une certaine partie de la population. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire que Léon Blum est un dandy libertin ? Parce que l'expression... elle est de vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie plusieurs choses. En effet, au départ, Léon Blum rêve de toutes ses forces de devenir un artiste. Il veut devenir écrivain. D'ailleurs, ce que vont devenir la plupart de ses amis. André Gide, grande amitié de jeunesse, et André de devenir un grand écrivain français. Pierre Louis, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, c'est eux qui vont le décourager de poursuivre Normal Sup, en lui disant « mais tu vas devenir un fruit sec ». Tu vas devenir un fruit sec, professeur, c'est pas assez glorieux pour toi. Par ailleurs, Blum est fasciné par les héros stendhaliens. Il est fasciné par Julien Sorel, vous voyez, c'est-à-dire que l'accomplissement de soi. Et donc, il a ce désir d'accomplissement de lui-même et cette envie d'aller vers le beau, vers une esthétique. Hein. C'est en ça qu'il peut être dandy. Libertin. On peut parler de ça maintenant. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en vienne à ça, Olivier, mais que c'est ça, peut-être, je ne sais pas. C'est le du mariage, évidemment. 1907, où Léon Blum écrit un livre incroyable d'avant-gardisme. Hein. Il diagnostique que, finalement, le mariage, l'institution du mariage est bancale, pour une raison assez simple. C'est qu'il constate que les hommes et les femmes n'arrivent pas avec le même degré d'expérience sexuelle lorsqu'il s'agit de se marier. Et que forcément, c'est dysfonctionnel. Donc ce que propose Léon Blum en 1907, je le rappelle, 1907, c'est que, je résume rapidement le livre, hein, c'est que les femmes atteignent le mariage avec une expérience sexuelle identique aux hommes. C'est-à-dire plurielle, variée, jouissive,
expérimentée et sereine. Voilà. Ça, vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, on en sourit encore, mais à l'époque, c'est un immense scandale. Il est conseiller d'État. Hein. Il est conseiller d'État. Il est juif. Il est juif. C'est-à-dire que déjà arrive dès 1907, l'extrême droite de l'époque repère très vite que Léon Blum s'appelle Blum. Donc, on repère très vite que celui-ci veut déjà sans doute dissoudre la société française, puisque finalement, la référence naturelle pour l'extrême droite, c'est la famille, hein, la famille paulinienne, la famille chrétienne. Donc, cet homme-là, une espèce d'esthète parisien efféminé, qui propose que les femmes couchent avec tous les hommes possibles avant de se marier, très vite arrivent les premiers actes antisémites contre Léon Blum. Et c'est intéressant parce que ça va d'ailleurs resservir dans les années 30. C'est-à-dire que quand il est élu à la tête du président du Conseil en 1936, Albin Michel a ressorti du mariage. Et alors là, c'est devenu évidemment le véhicule parfait pour l'extrême droite française, qui n'a pas manqué de rappeler à Blum qu'il n'était pas français, hein, puisqu'il n'était pas suffisamment digne de la famille française, professant que les femmes devaient donc coucher avec un maximum d'hommes. C'est aussi un Blum amoureux des femmes. C'est ça que je veux vous faire entendre, c'est que dans ce livre-là, quand on lit ce livre-là, on est surpris en tant qu'homme, par exemple, de sa manière de parler des femmes. Et il y a une grande sociologue féministe qui s'appelle Évelyne Sulero, qui est intervenue dans une émission en 1972 sur France Inter, 1972, pour les 100 ans de la mort de Léon Blum. Il y avait 3 heures d'émission spéciale. Et elle intervient pour parler du mariage. Et elle dit, vous savez, quand une femme lit un livre écrit par un homme, il y a toujours un moment où elle tique. Elle dit, voilà. Et là, elle dit, jamais dans ce livre, nous tiquons, parce qu'il écrit avec la pointe et le cœur féministe. Et c'est vrai que c'est assez troublant de lire ce livre, écrit par un homme du XIXe siècle, un bourgeois, qui arrive à avoir cette notion d'avant-garde sur ce que c'est qu'être une femme en 1907. Et ça, vous voyez, on l'a oublié aujourd'hui, ça on l'a complètement oublié, mais c'est un livre qui est fondamental, d'ailleurs qui est assez inquiétant pour tout le monde. À l'époque, les féministes n'aiment pas trop ce livre. D'où un homme parle de sexualité féminine. Donc elles le rejettent très vite, les féministes. Elles n'aiment pas. L'entourage de Blum est très gêné. Les amis socialistes de Blum, on trouve ça très impudique. Vous voyez, ça reste un monde un peu compassé, un monde bourgeois. Au Conseil d'État, ça pose problème. C'est-à-dire que les collègues du Conseil d'État sont extrêmement choqués. Mais vous voyez, c'est-à-dire que cet homme-là, en 1907, il n'est pas encore vraiment entré en politique, est déjà en train de penser à la société. Est déjà en train de penser... Vous savez, il est obsédé par l'accomplissement individuel de lui-même, pour commencer. Mais pour moi, le grand ressort de Blum, c'est d'avoir compris que c'était important pour lui, mais qu'il le fallait pour tous les autres autant que possible. Et donc ce livre dit déjà qu'il est en train de se dire, mais une femme, pour s'accomplir elle-même, elle a besoin de vivre comme les hommes, en tout cas sexuellement, avant de se marier. Et donc vous voyez, c'est une sorte, tout de suite, dès 1907, de se dire, ok, il est déjà en train de penser aux autres, au plus grand nombre, avec un projet de société qui est extrêmement intéressant. Voilà. Et dans lequel il met au cœur l'égalité. Oui, parce que lorsqu'on le lit, je vous donne un extrait court, rassurez-vous, du mariage, l'homme et la femme sont d'abord polygames. Puis, dans l'immense majorité des cas, parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge, on les voit tendre et s'achever vers la monogamie. Ça, c'est un déterminisme qu'on peut suivre ou pas, mais le vice du mariage actuel, c'est qu'il unit un homme déjà parvenu à la période monogamique avec une femme encore neuve, avec une femme qui, normalement, avant de se fixer, devrait dépenser, épuiser l'instinct de polygamie qui est en elle. Donc, derrière cette version déterministe étrange, le passage du pluriel au singulier, il y a, alors qu'on peut avoir l'idée que le contraire existe, il y a malgré tout l'idée qu'il faut qu'ils se marient au même moment, c'est-à-dire à égalité. Oui. En fait, c'est ça qui est le plus important peut-être dans cette peinture, qu'il fait de l'évolution des unes et des autres, c'est l'idée qu'ils puissent et que ça se produise à une forme d'égalité. Il ne s'agit pas donc de suivre ou de recommander ou de condamner, ce n'est pas le problème, mais sachez en revanche que ce texte du mariage, dans les années 30, alors là moi je l'ai observé du côté de la haine antisémite de la fin des années 30, il est constamment évoqué, totalement oublié de nos jours. Malgré la haine, et il est constamment évoqué sous la formule suivante, il n'est que d'observer, c'est un télégramme qui est envoyé
par les Français aux Américains. Aux Américains. Pour justifier l'internement, non mais tu vas finir, l'internement de Léon Blum. C'est-à-dire que les Américains se disent, mais pourquoi est-ce que Léon Blum est en prison ? Et il y a une des justifications. Et parmi les justifications, très très tôt, avant même son internement, en 1940, il y a l'idée que parmi les Juifs français, je cite de mémoire, dont certains étaient de bons citoyens, il y en a eu malgré tout qui ont cherché à détruire la famille française, c'est Léon Blum avec du mariage, ou détruire le patriotisme, c'est Jean Zay avec le drapeau. Donc les deux sont associés sur deux textes qui renvoient à la destruction de l'ordre qui devrait être celui d'une révolution nationale. C'est un dandy libertin, je ne sais pas si le mot de libertin convient ou vraiment si, mais il est aussi quelqu'un qui vient à la politique dans un second temps, même s'il y pense très tôt. Alors là, quand est-ce que la politique intervient dans le parcours de Léon Blum ? Il n'a pas 20 ans, là c'est pas la question. Il y a l'affaire Dreyfus, oui, et il y a l'image de Jaurès. Dans quelle mesure Léon Blum est-il un disciple de Jean Jaurès ? Alors, je pense que le mot est bien choisi. C'est un disciple. C'est pas un ami de Jean Jaurès. Il est fasciné par Jaurès. C'est une sorte de mentor. Il est fasciné par sa maestria intellectuelle. Il est fasciné par son courage politique. Il est fasciné par cet homme d'action. Je vous rappelle que Blum veut être dans l'action. Et il est fasciné par ce Jaurès qui est à la fois un homme aussi un peu rustre par certains côtés, avec cette barbe. Parfois, Blum racontait qu'il avait les chemises tachées au restaurant, mais ça faisait partie du personnage. Donc il est fasciné par Jaurès. Et voilà. Et effectivement, ils se rencontrent à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Et ce qui était intéressant avec l'affaire Dreyfus, c'est que à l'occasion de l'affaire Dreyfus, Blum va changer de mentor. Et c'est vraiment intéressant. Son mentor avant Dreyfus, c'est Maurice Barrès, qui va devenir le chantre du nationalisme français, comme vous le savez, La Terre et les Morts. Et il est fasciné, comme toute sa génération, d'ailleurs, Blum, par Maurice Barrès et le culte du moi. Et Blum est persuadé que, comme ils partagent une sensibilité commune, qu'ils ressentent, que Barrès va prendre position pour Dreyfus. Or, Barrès fait exactement l'inverse, dans des proportions inouïes et très violentes. Il devient anti-Dreyfusard. Donc il y a à la fois une sorte d'immense désillusion pour Blum, et en chemin, il va croiser Jaurès, qui d'abord, au départ d'ailleurs, était pas forcément favorable à Dreyfus. Il comprendra plus tard l'enjeu de cette affaire Dreyfus, mais au départ, il n'est pas vraiment Dreyfusard. Mais donc là, va s'opérer une mue de deux mentors, qui est extrêmement importante, parce que le disciple, comme tu le disais, Olivier, va prendre la roue de Jaurès et entrer dans un premier temps une sorte d'antichambre de la politique. D'accord ? Et à la fin de l'affaire Dreyfus, il va prendre un peu de distance avec la politique, et c'est la mort de Jaurès, finalement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il va rester compagnon de route dans les années 10 et les années début du 19e siècle, du 20e siècle. Mais c'est la mort de Jaurès qui, finalement, fait entrer la France en guerre. Tout d'un coup, c'est le consentement à la guerre. Tout d'un coup, il y a l'Union sacrée. Tout d'un coup, il y a un gouvernement qui se crée. Tout d'un coup, il y a un ministre du Travail et des Transports, Marcel Samba. Et Blum rentre comme directeur de cabinet dans le gouvernement d'Union sacrée. Donc, vous voyez, Jaurès, c'est la pierre angulaire de la vie politique de Léon Blum. Et d'ailleurs, dans le podcast, il y a une archive qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est 1949, je crois. Il y a un hommage qui est rendu à Jaurès au Panthéon. Et Blum est un peu sur la fin de sa vie, il va mourir l'année suivante. Et il y a un discours de Blum, l'archive permet l'émotion de la voix. Je vous encourage à la réécouter, je ne vais pas vous l'imiter. Mais c'est extraordinaire. Il parle de Blum et vous comprenez à quel point cet homme est important pour lui, pour la gauche, pour la France, pour nous tous encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est très très beau. C'est un hommage de Blum à Jaurès qui est sublime. Voilà. Oui, parce qu'au point de vue même des idées, on pourrait essayer de définir le bloomisme, mais ce serait assez difficile. Mais est-ce que c'est pas un jaurésisme modernisé, c'est-à-dire, au fond, une alliance entre l'idée socialiste très profonde et le fait que ça ne peut se faire sans la démocratie, voire même la démocratie parlementaire. C'est pas n'importe quelle démocratie. Ouais, peut-être est-ce là aussi un effet fort de cet épisode Jaurès. Est-ce qu'il y a un bloomisme alors ? Oui, je crois qu'il y a un bloomisme. Tu viens de dresser les premières bases de ce que c'est. C'est en effet une démocratie parlementaire dans le cadre de la loi.
C'est-à-dire que l'idée de Blum et de Jaurès, c'est de... Alors il y a exercer le pouvoir, prendre le pouvoir, tout ça c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir ce soir, mais malgré tout, il est question d'accéder au pouvoir par la voie légale. Ça, c'est extrêmement important pour eux deux, et c'est comme ça qu'on peut amener la révolution. C'est-à-dire que c'est par... D'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, en 1936, quand il est élu, il y a une pression sociale. Il y a des grèves, il y a des manifestations. Ils sont élus début mai, et ils ne vont être intronisés que début juin, parce que la légalité leur impose un mois. Et Blum dit, il n'est pas question qu'on aille contre la loi de la République. On va attendre le délai d'un mois qui nous est imposé. Alors que toutes les usines de France poussent Léon Blum et le Front populaire à aller plus loin, à prendre le pouvoir, à entamer une révolution quelque part. Et Blum dit non, nous devons exercer le pouvoir comme on nous l'a confié. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose. Chez Blum, c'est la démocratie parlementaire. Et c'est comment est-ce qu'on peut changer la vie dans un cadre légal. Extrêmement important. Ce qui sous-entend aussi qu'on peut accéder à ça à la révolution prolétarienne. Ça ne veut pas dire que Blum a renoncé à la révolution prolétarienne. Alors que Blum estime qu'on peut aller, dans ce cadre légal, vers une socialisation des moyens de production. D'accord ? C'est-à-dire qu'il estime qu'on peut aller jusque-là. Jusqu'à très tard, hein, même jusqu'à la libération en 1945, Blum estime que s'ouvre là une période révolutionnaire où les nationalisations, par exemple, des collaborateurs, hein, comme Renault, par exemple, Blum n'estime pas que c'est une sanction. Il estime que c'est une révolution qui commence. Nous allons socialiser les moyens de production. Bon, il se trouve qu'il va être très déçu, mais ça, c'est la vie. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose qui est importante, à l'épreuve de la guerre, il va écrire un livre qui est très important, qui me paraît, moi, extrêmement important, c'est que Blum, dans l'expérience de la guerre, estime que le socialisme doit dépasser la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il estime, ce livre s'appelle « À l'échelle humaine », hein, donc c'est le socialisme à l'échelle humaine, humanisme, hein, vous le voyez arriver ce mot, où Blum dit qu'au nom de ces valeurs, nous pouvons tendre la main à d'autres classes sociales. Il faut étendre l'utopie d'égalité sociale au-delà de la classe ouvrière. Et ça, je pense que c'est le blumisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut intégrer au projet des bourgeois, s'ils adhèrent à notre projet. Et c'est très important parce que c'est ce qui va le faire perdre d'ailleurs, c'est que dans le catéchisme socialiste de Guy Mollet, on ne comprend pas cette main tendue à la bourgeoisie. Blum dit attention, il n'est pas question que la bourgeoisie reprenne le pouvoir. Elle doit venir dans notre projet. Hein. Mais Guy Mollet et son catéchisme marxiste ne comprennent pas ce socialisme humaniste à l'échelle humaine. D'où la défaite de Daniel Mayer au congrès de 1946. Ce qui va oblitérer complètement le blumisme, mais jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, la SFIO va donc exercer le pouvoir hein, jusqu'à, en gros, la fin des années 50. Elle va disparaître, en vérité, quasiment. Et elle va renaître avec François Mitterrand. Épinay, 71, le programme commun, la gauche, le Parti communiste à nouveau, mais ce n'est pas des blumistes. C'est-à-dire quand vous regardez d'où arrive François Mitterrand déjà, qui l'entoure, voyez, on n'est pas du tout dans l'esprit. Ils n'ont pas régénéré le blumisme. Hein. On s'est amusé à faire quelque chose d'intéressant. Alors Olivier a souligné quand même qu'en effet François Mitterrand a demandé une statue de Léon Blum au début des années 80. Bien. Mais on s'est amusé à compter les occurrences dans les archives INA de combien de fois François Mitterrand avait prononcé le nom de Léon Blum. On n'excède pas 10. C'est intéressant. Tout le temps. Tout le temps. Jaurès, c'est incontable, tellement ils en parlent. Blum, c'est pas plus de 10 fois. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? J'en sais trop rien. J'ai pas envie de savoir, peut-être, je sais pas, ou j'ai pas vraiment envie de savoir du tout. Pourquoi pas Blum ? Il en parle 2 fois à des moments importants. Hein, le virage de la rigueur. Donc là, tout d'un coup... on va ramener le totem de Blum, là, il en parle à ce moment-là. Et puis en 86, tout d'un coup, il y a la cohabitation, etc. Donc il va à la maison de Jouy en Josas, où Blum est mort, il vient faire visiter, il vient signer sur le bureau de Léon Blum. Vous voyez, donc même cette gauche-là, Lionel Jospin, qui arrive de Lambert, trotskiste, c'est pas du tout la gauche de Blum. Donc l'entourage de François Mitterrand n'est pas blumiste. Et donc, ce dont on parle là, ce projet de démocratie parlementaire, attention, je ne dis pas que Mitterrand était un dictateur du tout, mais ce projet de démocratie parlementaire, de peut-être aller vers
une révolution prolétarienne dans le cadre de la loi, de peut-être nationaliser les moyens de production, c'est pas du tout Mitterrand. Pardon ? Oui, bien sûr, mais bien sûr, sans doute bien plus. Mais Mendes France, vous voyez, c'est pareil. Mendes France, il existe un peu plus que Blum, mais bon, c'est... bien sûr, ouais, complètement. Et donc, du coup, à l'échelle humaine, voilà, c'est un livre qui a complètement disparu des mémoires françaises. Moi, je pense que c'est un des livres les plus importants du XXe siècle, d'un point de vue de philosophie politique. C'est-à-dire qu'au contact de la guerre et en détention, Blum écrit un livre extraordinaire, d'une grande lucidité, d'une grande intelligence politique et d'un projet de société. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'est pas à exclure, il est à inclure. Voilà, c'est un projet inclusif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va essayer de construire ensemble le socialisme. Et ça a été complètement incompris à la Libération. Et on en a vu, et l'extrême gauche en a fait un social traître à nouveau, puisque à nouveau Blum veut intégrer des éléments de la bourgeoisie dans la classe populaire. Et donc voilà, je pense que malheureusement, cet héritage-là, aujourd'hui, il est perdu pour l'instant. Il est éteint. Mais bon, on ne sait jamais. La vie est pleine de ressources. La France aussi. Oui, ce qui est difficile à conjuguer, c'est l'objectif de révolution par la voie qui serait la voie parlementaire. Et c'est ce qui, en fait, est éteint, pour le coup, complètement. pour l'instant. Mais c'est d'abord l'homme qui garde la vieille maison. Parce que dans cette histoire du socialisme et des socialismes, lorsqu'on le prend après une Première Guerre mondiale, où il fait l'expérience de l'État, mais comme directeur de cabinet d'un ministre important, il en sort avec la ferme conviction qu'on ne peut pas aller vers le léninisme, et il garde la vieille maison, mais il le fait de façon particulière. Quels sont ses choix à ce moment-là ? Alors, c'est un choix de... Alors, il y a deux choix. Enfin, il y a deux choix. Donc, il y a deux éléments dans le choix. Il y a le choix de la rupture avec la majorité. Il refuse les 21 conditions imposées par Moscou, rédigées entre autres par Lénine, puisque déjà, il y voit les germes d'une dictature, qui va contre, évidemment, l'exercice démocratique du pouvoir qu'on évoquait. Donc très vite, il prend conscience de ce qui est en train de se passer. Donc il va assumer une rupture à Tours, le 24 décembre 1920, le soir de Noël. C'est l'intervention de Blum où il dit « Non, nous n'irons pas dans la Troisième Internationale ». Le vote a lieu, il devient extrêmement minoritaire, mais là où il est extrêmement intéressant, c'est qu'il refuse de rompre complètement. Il dit « Pendant que vous irez courir à l'aventure, nous resterons garder la vieille maison ». Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce qu'il faut voir ça en tête. 1920, il ne pèse plus rien. C'est-à-dire que l'Humanité, le journal qu'il a fondé avec Jaurès, qu'il a aidé à fonder, passe aux mains des communistes. La plupart des députés deviennent communistes. La SFIO est orpheline de tout, de moyens, d'organes de presse. Ils vont créer le populaire, mais quand ça commence, il n'y a plus rien. Il est tout à fait minoritaire. Mais il ne rompt pas complètement. Ayez en tête que 16 ans plus tard, il arrive en tête des élections législatives. Je dis ça peut-être même pour aujourd'hui. C'est-à-dire que dans sa conviction du minoritaire et de ce qu'il avait voulu incarner, en ne rompant pas, nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons. Et en effet, le Front populaire, c'est bien le radical socialisme, la SFIO et le PCF. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce qu'il a su maintenir quand même un lien, on se retrouve. On se retrouve d'ailleurs contre le fascisme. Le Front populaire s'oppose au Front national de l'époque. Sachez d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen choisit son nom Front national en référence à ce Front national-là des années 30 contre le Front populaire. Donc c'est un choix en 1920 qui est extrêmement lucide, extrêmement courageux. On en dira un mot parce que j'y tiens, mais Blum, c'est beaucoup de courage. Pourquoi une vie héroïque ? Un héros, c'est d'abord le courage et la bravoure. Et Blum est courageux tout au long de sa vie. Courageux pendant l'affaire Dreyfus, courageux jusqu'à mener un duel face à Weber, qui est un critique théâtral, courageux en 14, courageux en 20 face à Lénine. Vous savez, il faut quand même être sacrément costaud pour aller s'affronter à Lénine, qui est au fait de sa gloire. C'est la révolution en Russie, la révolution bolchevique. Il faut avoir une sorte de courage pour dire non, je n'y vais pas. Courage face à Philippe Pétain au procès de Riom. Voilà, un courage politique inouï. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça une vie héroïque. Voilà, c'est-à-dire que c'était un titre un peu frappant, un peu bizarre peut-être, mais je voulais bien souligner que c'est le courage de Léon Blum. Eh bien, le courage de s'opposer à Lénine en 1920, c'est aussi l'intelligence de se dire « je vais garder la vieille maison et vous finirez par y revenir ». Voilà. Bon, c'est pas tout à fait vrai puisque
le Parti communiste, quand même, ne sera jamais tendre avec lui, y compris déjà dans un... Quand je dis déjà, peut-être que je m'avance trop pour le temps présent, mais vous savez, il est aussi victime à l'extrême gauche d'antisémitisme. Hein, il faut le savoir, il faut le dire, parce que voilà, c'est-à-dire que c'est pas rien. C'est que déjà aussi à l'extrême gauche, il y a on va dire, c'est pas majoritaire, mais il y a une petite musique, voyez, et qui va durer jusqu'à la fin. Y compris sous l'occupation et au-delà de la déclaration de guerre. Voilà. C'est-à-dire qu'à Vichy, par exemple, quand on vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, bon, il y a des bruits qui courent. Alors l'extrême gauche n'est plus là puisque le Parti communiste est interdit, mais bon, bref. Voilà, je pourrais m'étendre longtemps là-dessus. Mais... Alors ça voudrait dire qu'une des leçons de Léon Blum, c'est que les gauches ne seraient pas irréconciliables. Je crois que... En 2023, mais c'est ça. Je crois que Léon Blum, dans son parcours, nous montre qu'il avait raison. Voilà. Je crois. Vous savez, ce qui se passe en 1934, donc la crise du 6 février, comme vous le savez. Hein, donc c'est une manifestation qu'on peut aujourd'hui qualifier d'extrême droite et qui, aux yeux de la gauche, paraît comme une menace contre la République. Il s'avère que c'est plus complexe que ça, mais on peut l'imaginer comme ça. Et la grande lucidité de Léon Blum, c'est que vous savez, quelques jours après, il y a une grande manifestation antifasciste, avec d'un côté la SFIO et les radicaux socialistes, et de l'autre le PCF. Et ils vont se rencontrer. Hein. Donc c'est là que va naître concrètement, physiquement, le Front populaire. Bon. Et ce qui est très fort, je trouve, chez Léon Blum, c'est qu'il comprend quelque chose très vite. C'est que le fascisme, ce n'est pas l'extrême droite. Le fascisme, c'est autre chose. C'est plus compliqué. Je le dis parce que ce que met en place comme programme politique le Front populaire, ce n'est pas un programme socialiste révolutionnaire, c'est un programme anti-crise. Et ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Vous savez, ce que dit Bertolt Brecht du fascisme, et d'ailleurs on pense que Blum a pu trouver ça comme inspiration, c'est que le fascisme, ce n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution normale partant de crise. Vous voyez ? Et en fait, ce que je trouve brillant dans l'affaire de Blum, c'est qu'il a conscience de ça et il va réagir en recréant une union, en recréant un front. Voilà, en allant chercher, en effet, toutes les gauches, peut-être, pour réagir à cette dérive de la société. Et je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes là. C'est-à-dire que nous en sommes à une démocratie en crise. D'où le surgissement des fascismes. Vous voyez ? Ce n'est pas que l'extrême droite. Ce serait trop simple. Ce serait trop facile de dire il y a des méchants à l'extrême droite. C'est pas vrai. Prenons Vichy, il y a tout le monde à Vichy. À l'occasion d'un effondrement de la France. Mais il y a tout le monde à Vichy. Voilà. J'ai été voir un spectacle extraordinaire à Paris. S'il passe à Toulouse, allez le voir. Ça s'appelle Edelweiss, la France fasciste, par Sylvain Creusevaux. Un spectacle extraordinaire où il met en scène ce fascisme français. Et alors, allez-y, parce que c'est un spectacle extraordinaire. Je l'ai vu jeudi soir à Paris, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, ah oui, non, mais et alors Front populaire, puisqu'on en arrive au Front populaire, on va se donner 5 minutes, puis ensuite, ce sera votre tour de questionner, bien entendu, Philippe Collin sur Léon Blum. Hein. Après 1 heure d'échange, temps sera venu de... Alors ça s'appelle Edelweiss, comme la fleur, Edelweiss, France fascisme. Allez voir ce spectacle. Théâtre Garonne, madame a dit, je ne sais pas où c'est à Toulouse, Théâtre Garonne. Allez à Toulouse parce que c'est magnifique. Ouais. Je voulais finir par le Front populaire, et par l'héroïsme, mais tu en as parlé déjà. Le Front populaire, vu de Léon Blum, lorsque lui-même se retourne sur l'expérience à l'échelle humaine, est-ce qu'il en fait le constat finalement d'un échec politique, mais d'un succès culturel politique ? Alors, il en fait un succès. Il sait déjà qu'il a changé la France. Et il faut le dire, il a changé la vie. En quelques mois, il a fait entrer la France dans le XXe siècle. Et nous avons encore aujourd'hui toute une série d'héritages de ce moment de l'histoire de France. Ce n'est pas rien. Et en même temps, Léon Blum a la lucidité de dire que sa génération a failli. C'est-à-dire que à l'échelle humaine, il dit... Nous avions une occasion en mai-juin 40, les socialistes, dans une période qu'il estime à nouveau révolutionnaire. La bourgeoisie s'est effondrée, parce que c'est ça, hein, juin 40, mai-juin 40, quand on relit Marc Bloch, on voit bien que c'est un effondrement de la bourgeoisie. Une des raisons principales de l'effondrement, c'est celui-là.
l'effondrement de la bourgeoisie. Et Bloom dit, nous avons failli, puisque nous aurions dû avoir les ressorts, le courage, l'intelligence, peut-être la conviction de prendre le pouvoir et de faire advenir une nouvelle classe dirigeante. Or, nous avons failli. Une partie de nous a d'ailleurs voté les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940. Lui, non. Lui a voté non. Ils sont 80. Bloom appartient à ces 80-là. Mais il a cette grande lucidité de dire on s'est vautré, on s'est trompé. D'ailleurs, ça le conduit à renoncer à la politique après la libération. Il rentre et il est le vieux sage, donc il va participer à la restauration des institutions et de l'esprit républicain, mais il dit bien ce n'est pas à moi d'y aller, nous nous sommes trompés. Nous ne sommes pas arrivés à aller là où nous devions aller. Donc, c'est pour ça qu'il pousse Daniel Mayer en disant ceux qui sont aujourd'hui crédibles, légitimes, ce sont les résistants socialistes. Ce sont ceux qui ont pris les armes, ce sont qui ont résisté à Vichy et aux nazis, ce sont eux, les résistants socialistes. Donc, il passe le relais. Donc, à la fois, dans l'échelle humaine, il y a oui, je crois à mon projet. Oui, je crois à la démocratie parlementaire. Oui, je crois à changer la vie. Nous avons changé la vie. Nous avions des projets extraordinaires. Il y avait Jean Zay, bien sûr, et tous les autres. Mais nous avons failli. Notre génération a failli. Voilà, je trouve que c'est d'une grande lucidité et d'une grande intelligence. Et ça dit aussi toute sa sagesse à Léon Blum. Voilà. Et pour finir, le livre, hein, comme le podcast, se terminait sur l'interrogation « Blum est-il un héros français ?» Alors, les deux mots à la fois. Bien entendu, comme héros, il a la malchance de ne pas être mort pendant la guerre. Je dis ça de façon très, très précise. Hein. Un héros, la plupart du temps, est un martyr. Donc, quelqu'un qui est mort et qui, donc, par sa mort, dit un message commun. Mais alors, qu'est-ce qui ferait que Léon Blum soit, pour nous, un héros français, puisque c'est les deux mots qui sont accolés à la fin du livre. Je crois qu'il est un héros français. En fait, j'ai accolé ces deux mots... J'ai accolé ces deux mots parce que je pense que Blum est une réunion de ce que nous sommes tous. C'est-à-dire qu'à la fois, il est un individu intégré dans un milieu social, culturel, avec son histoire propre, son histoire presque même de culturelle religieuse. Il est un individu qui s'est accompli. Mais il est aussi l'héritier d'un patrimoine moral. La France. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que Blum, mais vous savez, un peu comme De Gaulle peut-être. Il faudrait réfléchir à ces deux-là. D'ailleurs, ils sont même, tous les deux, ne sont pas au Panthéon. Ça m'a toujours un peu amusé et étonné. Mais peut-être que ces deux-là, et Blum, c'est pour ça que, vous savez, c'est presque une sorte de réparation. Je vous raconte une anecdote pour finir. Pourquoi Blum est venu en tête ? Au mois de mai 2022, quelques jours avant d'aller voir ma direction, je fais réviser au fils de ma compagne son brevet des collèges. 3e. Au programme, la SFIO, l'entre-deux-guerres, Léon Blum, les congés payés, puis la guerre, puis De Gaulle, puis tout le monde. Le Front populaire mélangé à la SFIO, congés payés, Léon Blum, une demi-page. Une demi-page dans le programme. De Gaulle, il y avait 10 pages. J'exagère, mais pas loin. Et je me dis, ça suffit. Ça suffit. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment De Gaulle, bien sûr De Gaulle, mais un peu Blum quand même. Voyez, c'est le héros français, Charles de Gaulle, très bien. Il y a d'autres héros français qui sont aussi méritants et aussi dignes d'être héros. Et vous savez, j'ai une sorte de grand respect pour le général de Gaulle, aucun problème. Mais j'ai vu ce cours d'histoire et je me suis dit, évidemment, le gamin, Blum, il ne sait pas qui c'est, ça le saoule. La SFIO, on a pris un quart d'heure pour qu'il apprenne chaque lettre de l'acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire, Aurélien, la SFIO ? Aujourd'hui, il le sait par cœur. Mais vous savez comment j'ai fait ? Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans sa vie à Aurélien en racontant une histoire. Et j'ai été prendre YouTube et j'ai tapé Blum, duel, épée. Et je monte la vidéo au gamin et il voit un héros à l'épée. Ah, c'est Star Wars. Tout d'un coup, Blum devient Luke Skywalker. Voilà, vous voyez ? Voilà. Et allez la voir ce soir, hein, parce qu'elle existe la vidéo. D'une élégance... Exactement, d'une élégance incroyable. Petite tennis blanche, tout en noir et au moucheté. Et il gagne son duel. Voyez, et ça, le gamin, il voit ça, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est Léon Blum, tu vois. Et je vais voir ma direction,
Et je leur dis, je vous préviens, on va faire Léon Blum. 4 heures, on en est à 9, et on est tous ensemble ce soir. Voilà. Et je crois à ça, parce que je reviens au héros français, c'est que je pense que c'est un héros français. Voilà. Et on doit être fier de ce héros français, comme on est fier d'autres héros français. Un héros juif et français. Voilà. J'y tiens aussi à ça. Voilà. Merci beaucoup, et c'est le moment de vos questions. On peut l'applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Après avoir redit que ce livre ressemble à Léon Blum, il a l'élégance de l'intelligence. Voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, qui Olivier. souhaite poser des questions? Le temps qu'Olivier arrive au micro, je vais quand même vous dire quelque chose qui m'importe, que je dis à chaque fin de réunion et de conférence. Ce soir, on est un peu entre nous. C'est agréable, c'est enrichissant pour tout le monde, on passe un bon moment. D'accord ? Mais je crois que ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, ce soir, demain, après-demain, répète ça un peu aux gens qui ne pensent pas comme nous. Pas pour s'affronter, parce qu'on ne leur fera pas changer d'avis. Juste pour dire qu'on ne pense pas pareil, et avec toutes les subtilités qui nous concernent ce soir, tous, les uns les autres. Hein. Je ne dis pas qu'on pense tous pareil. Mais c'est important. C'est important, je crois. Voilà. C'est-à-dire que là, on est entre nous, c'est agréable, on passe un moment super agréable, moi je suis très heureux d'être avec vous, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe demain et après-demain aussi. Tout doucement, c'est tout doucement, mais il faut qu'on ait chacun conscience de ça. C'est très Bloom de penser à ça. Hein. L'action aussi, la politique, c'est parfois des petits gestes, c'est parfois des petites actions, c'est parfois pas grand-chose. Mais on est tous concernés par ça en 2023, je crois. Voilà, c'était juste, je voulais finir là-dessus pour vous dire que vous avez chacun une mission aussi, mais vous le savez tous, vous êtes adultes, électeurs et conscients. Mais c'est important de se le dire, moi j'aime bien le dire à la fin des conférences. Voilà. Je vous en prie pour les questions, je vous écoute. Oui. Merci beaucoup. Oui, on imagine souvent Bloom comme un grand homme isolé, en fait. Hein. On parle de la solitude de Bloom, on parle de la... évidemment, il a énormément travaillé seul, il y avait tous ses... éditos dans le Front Populaire, Absolument. Le quotidien, ses livres, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a su entraîner des équipes, hein, faire travailler l'équipe. Quand le Front Populaire est arrivé au pouvoir, le programme était prêt, en fait. Absolument. Hein. Ils ont, en quelques jours, fait des choses. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur ses capacités d'entraînement, de meneur d'équipe Je vais raconter une petite histoire qui concerne un petit peu la région, et M. Puech viendra confirmer, mais qui peut faire écho à ce que vous dites sur sa manière d'entraîner les hommes, d'accord ? Quand il est parachuté ici en 1929, à Narbonne, pour être élu député, on a retrouvé une archive extraordinaire d'un militant de la SFIO de Narbonne de l'époque. Il témoigne en 72, donc il est encore en vie, c'est un vieux monsieur. Et il raconte l'arrivée de Léon Blum à Narbonne pour l'élection. Et il dit, on voit arriver cette espèce de grand Parisien, très seul, il descend quasiment tout seul, ou pas loin, parachuté. Bon, il a perdu contre Duclos dans le 20e, en 28, il n'a plus de poste député, et c'est sa légitimité, hein, Léon Blum. C'est sa seule légitimité, être député de la République. Donc il arrive à Narbonne, et il y a un premier meeting. Et je suis ennuyé parce que je ne me souviens plus du nom, il s'appelle Aimé Luc, je crois, ou Aimé Huc. Voilà, merci beaucoup. C'est Aimé Huc. Donc, militant SFIO de Narbonne. Et il raconte, donc il le voit arriver, ce grand type, un peu solitaire, avec une voix très fluette, le meeting, c'est mort. On ne va jamais y arriver. Il ne va pas se faire entendre. C'est la catastrophe, c'est pas un tribun. C'est quelqu'un qui est un peu, voilà, c'est Mamselle Blum, pour reprendre des propos antisémites. Et Huc raconte que Blum commence son discours. Et puis il y a un brouhaha, parce qu'évidemment, voilà, mais les gens autour de lui, les 10 personnes autour de lui, se taisent, parce que tout d'un coup, ils comprennent sa capacité de fédérer, de s'exprimer, de déployer sa pensée. Et Huc raconte un truc génial, c'est que c'est comme une sorte de marée. Il y a 10 personnes, puis 30 personnes, puis 40 personnes. Ça s'étend, et tout le monde est fasciné par sa capacité justement à aller chercher au fond de chacun un ressort, un désir d'être ensemble. Et Huc raconte qu'à la fin, c'est un triomphe. Ils avaient même peur, il racontait dans l'archive Huc qu'il y avait des voitures qui passaient à côté du meeting. Ils avaient tellement peur que le bruit des moteurs couvre la voix de Léon Blum. Je prends cet exemple parce que d'une part, il est régional et j'aime bien parce que c'est intéressant. Blum est aussi un homme pas que de Paris. C'est ça qui est intéressant. Quand vous dites qu'il est seul, on l'imagine seul, vous voyez, dans son bureau à Paris, au Populaire ou sur l'île Saint-Louis. C'est pas vrai. C'est aussi un député de la République territoriale.
c'est aussi un député de Narbonne, c'est aussi un député qui vient voir des vignerons et qui sait faire le boulot, vous voyez, et qui sait fédérer autour de lui des vignerons alors qu'il ne boit pas une goutte d'alcool. C'est quand même quelque chose de... Voilà, pas beaucoup, c'est pas un grand buveur. Ça dit sa capacité à affronter la difficulté, sa capacité à s'entourer, à dire que élu au premier tour, en 32 au premier tour, 36 au premier tour. D'ailleurs, quand il est élu président du Conseil, c'est à Narbonne qu'il apprend la nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas rien. Et il a réussi, lui, le dandy, Olivier, dans le podcast, raconte ça très bien, puisqu'on avait des photos que Olivier a retrouvées peut-être par vous, Monsieur Puet, je ne sais pas. Mais oui. Des photos où on le voit, et je fais quoi ce que vous dites, monsieur, c'est qu'on le voit dandy, pour le coup, le soulier ciré, le 3 pièces, le chapeau, entouré de gamins un peu en haillons. Voilà, la France des années 30, une France un peu agricole et paysanne. Bon, il s'est fait élire ici. Vous voyez, dans le côté je fédère autour de moi une population ou une équipe. Olivier pourrait très bien parler des équipes du Front populaire. Jean Zay, voilà, il le repère, il le renifle, il le fait rentrer. Et Jean Zay va réinventer l'éducation nationale sous l'égide de Léon Blum. Voilà, c'est vrai que c'est un homme qui est souvent vu seul, peut-être parce qu'on aime bien le voir seul. J'entends en contre-mémoire, alors qu'en fait, c'est un meneur d'hommes, en vérité. C'est pas un tribun, au sens caricatural du terme, mais ça en est un vrai tribun. Par rapport à l'actualité, j'avais une question sur Léon Blum, qui va orienter le vote de la France aux Nations Unies pour la création d'Israël. Oui. Et c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, parce que vous dites éminemment juif, éminemment français. C'est un Léon Blum qui n'a jamais pensé pour lui à faire l'Alia, à aller en Israël. Par contre, c'est lui qui va peser sur ce vote, qui est un vote qui distingue la France à l'époque, si on compare au Royaume-Uni quand même, puisqu'on parlait de la non-intervention, c'était Royaume-Uni et France. Oui. Là, c'est quelque chose, c'est un vote discriminant qui fait que la France est différente et va s'affirmer différente à ce moment-là. Et ça va marquer toute la 4e République. C'est la 5e qui est une rupture. C'est donc quelque chose d'important et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est la première question. Deuxième question, vous dites la refondation du socialisme, 71, Épinay, oui. Il y a eu quand même toute cette... on a parlé de Pierre Mendès France, donc des groupes qui ont voulu aussi cette effervescence, cette mobilisation autour des clubs de gauche, autour de ce qui est devenu la deuxième gauche en définitive. Même le PSU. Et le PSU, citons le PSU, avec des technocrates qui voulaient que la France entre dans la modernité. À ce moment-là, si Blum avait été vivant, il y aurait peut-être eu ce lien ou il aurait peut-être été porte-parole, comme Pierre Mendès France s'est mis à la disposition de ce groupe-là. Peut-être que finalement, les héritiers de Daniel Meyer, de ceux qu'on perdu au Congrès, on les retrouve à côté de la SFIO, parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver dans cette SFIO. On les retrouve aussi peut-être certains dans ceux qui ont gardé la maison aussi. Il y en a un petit peu, tout n'est pas mort. Je pense même à Pierre Mauroy, des gens comme ça. Bien devaient se retrouver intégralement, les municipalistes, les gens qui possibilistes, les gens qui pensaient que le socialisme pouvait changer concrètement la vie et qui n'étaient pas dans l'incantation. Il y en avait encore. Et s'il avait été vivant plus longtemps, il aurait peut-être été... à l'égal de Pierre Mendès France, il aurait retrouvé cette jonction avec une jeunesse qui pensait comme lui et qui était capable de penser la modernité comme lui. Voilà mes deux questions. Alors, je vais commencer par la seconde, et je suis entièrement d'accord avec vous. Quand je dis que ça n'existe pas chez Mitterrand, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout. Et en effet, il y a des héritiers autour. Mais néanmoins, Mitterrand leur a laissé très peu de place, voire il les a achevés, il les a exécutés. Un mec comme Rocard est intéressant, par exemple pour le PSU. Bon voilà, ces technocrates qui voulaient changer la vie, voilà. Bon Mitterrand leur a laissé très peu d'espace. Il s'en est servi. Et aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ils sont étouffés. J'ai du mal à les voir, ou alors un peu ailleurs, hors de la politique peut-être, chez les syndicats. On peut discuter de ça peut-être, je sais pas. Un mec comme, je me suis toujours posé la question ces derniers mois, qu'aurait pensé Blum d'un mec comme Laurent Berger, par exemple, voyez ? J'en sais rien, mais ça m'intéresse. Je n'ai pas la réponse, mais c'est intéressant. Mais je trouve qu'ils sont étouffés aujourd'hui. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Peut-être qu'il leur manquait un totem vivant pour pousser ce courant blumiste. Ça, c'est la première chose. Si tu veux réagir, Olivier, tu n'hésites pas. Votre première question. Alors, le sionisme de Blum. On peut dire 2-3 choses. La première, c'est que vous savez que, vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous avez l'air très informé, que l'idée de sionisme naît en France. C'est à l'occasion de l'affaire Dreyfus que Theodor Herzl se dit
même dans ce pays qui nous a accordé la nationalité, l'émancipation des Juifs en 1791, même dans ce pays qui était heureux comme un Juif en France, nous voilà menacés, nous voilà trahis par la société française. Donc nous devrions créer un État en Palestine où les Juifs qui ne se sentiraient pas en sécurité, à l'abri, sereins, pourraient se retrouver. Je résume très rapidement, mais c'est pour qu'on puisse avancer ensemble. Bon. Et très vite, Blum va être sollicité par cette mouvance sioniste. Très tôt, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, c'est que dès la Première Guerre mondiale, il est approché. Et dès 1920, après le congrès de Tours, il va être sensible à ce projet. Et en effet, tout au long de l'entre-deux-guerres, y compris président du Conseil et en 1948, il va peser de tout son poids pour que ce pays existe. Voilà, ça c'est pour résumer les faits. Maintenant, ce que je crois, c'est que, en effet, il n'a jamais pensé ça pour lui, jamais. Il n'a jamais pensé qu'il y arrive en Israël. Il l'a pensé parce qu'il est l'héritier du juif errant. C'est-à-dire qu'il sait combien de ces on va dire, coreligionnaires ont subi depuis des siècles, notamment en Europe de l'Est, ces pogroms, ces agressions, ces exterminations. Donc, évidemment qu'il le pense pour les autres. Et c'est important de le dire parce que ça a été beaucoup d'accusations contre Blum, y compris dans les années 30. Vous voyez bien que ce n'est pas un vrai Français. Il veut créer un État en Israël pour que les Juifs, qui ne sont donc pas des nationaux, sont des apatrides, mais évidemment viennent miner la société française, aillent s'installer dans un pays où ils pourront encore diriger le monde entier. Bon, je le dis parce que voilà, Blum est un homme du XIXe siècle, voilà, qui va rencontrer une modernité, qui va faire entrer la France dans le XXe siècle, pour moi en 1936, et qui arrive donc de ce XIXe où l'antisémitisme est extrêmement prégnant, et il le pense comme un, je crois en tout cas, comme un projet humaniste. Voilà comme je le crois, moi. Maintenant, je ne suis pas à la place de Léon Blum, je n'en sais rien. Mais je crois que c'était chez lui quelque chose de très important. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait très malheureux. Voilà ce que je crois. Et je vais même vous dire quelque chose. Je pense qu'une parole comme la sienne, je ne vais pas faire de... nous manque cruellement cette semaine. À plusieurs égards, en Palestine, en Israël, à Arras. Je pense que Blum nous manque beaucoup. En tout cas, l'esprit de Blum nous manque beaucoup, je crois. Voilà. Moi, je suis triste, comme vous tous, sans doute, de ce qui se passe, inquiet. Et je me dis que je trouve personne dans la sphère politique aujourd'hui qui m'apaise, qui me rassure. Blum avait cette dimension d'apaisement. C'est une grande force chez Léon Blum. Blum est quelqu'un de très apaisant. Blum peut discuter avec les patrons, avec les syndicats, avec y compris... vous savez quand même, j'y pense parce que Blum a été victime toute sa vie de violence et de haine. Toute sa vie. Jamais il n'a répondu à la haine par la haine. C'est quand même assez curieux et assez troublant. Il n'a jamais répondu à la violence. C'est assez... voilà, ça dit quelque chose. Je ne dis pas que ça peut paraître un petit peu utopiste, voire déconnecté, mais non. C'est un homme qui traverse les années 30, extrêmement violentes, ces années 30. Et il arrive à tenir le manche pour réussir à se tenir à distance de la violence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question véritablement, mais j'essaie d'avoir 2-3 éléments de réponse néanmoins. Voilà. Oui, on trouverait chez Mendes aussi. Absolument. Type de voix. Et c'est vrai que le documentaire d'Yves Geland, qui s'appelle Mendes, la France, magnifique, est un documentaire qui, sur ça, donne beaucoup d'éléments sur cette filière-là de la gauche humaniste. Pas oublier non plus qu'au départ, évidemment, dans l'idée de fondation d'un État d'Israël, il y a aussi l'idée socialiste et d'une utopie socialiste. Absolument, absolument. C'est bien que tu le dises, Olivier, c'est important. Parce qu'il y avait ça chez lui aussi. Non, mais parce que ça fait partie simplement de ces années 30-40, bien sûr. Alors, excusez-moi. Oui, ce qui nous manque actuellement, je suis d'accord avec vous, ce sont des vigies, des phares. Oui. Qui font appel à la raison. Et actuellement, comme a écrit Eva Elious, je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre. Je ne l'ai pas lu. Ah, il faut le lire. Ouais, je vais le lire. Voilà. Et donc, c'est la dictature de l'émotion.
Et vous avez raison. Et on est en plein ça. Et je pense que Bloom, je ne connais pas son histoire, il faisait appel à... Voilà. La dame va me le prêter. Et donc c'est la raison. Et je pense qu'à force, quand vous avez parlé du meeting, les gens ont dû se dire quand même, il fait appel à ma raison. Absolument. Il me fait réfléchir. Absolument. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Vous avez entièrement raison. Et vous savez, le danger, c'est que l'émotion prenne le pas sur tout, y compris sur la connaissance, sur le savoir et sur la raison, comme vous le dites très justement. Et nous vivons dans un monde uniquement fait d'émotions. Hein. Vous savez, il y a les emojis, par exemple. C'est tout bête comme petit truc, mais tout passe par de la réduction d'émotions. Tout est réduit à l'émotion. Et l'émotion, on sait ce que ça peut créer. Voilà, on est très loin de la raison. Après, nous sommes tous des êtres d'émotion et de raison. Il ne faut pas non plus balancer l'émotion comme... il faut accepter l'émotion, mais la raison, elle doit être essentielle dans nos vies. Et vous avez entièrement raison, ce qui nous manque aujourd'hui, parce que la politique se colle aussi à la société, hein, voilà, c'est qu'ils vont tous dans l'émotion, tous dans l'émotionnel, alors que nous avons besoin de rationnel, juste d'apaisement, de réflexion et de calme. Et ça, on sent bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans les médias, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Si vous avez un discours social-démocrate, mais qu'est-ce que vous êtes relou, quoi. Hein. Vous voyez, si vous êtes relou, vous êtes chiant, en fait. Ça ne prend pas. Alors que l'émotion, ça prend tout de suite. Ça prend au micro, ça prend à la radio, ça prend à la télévision. Voilà. Et c'est le triomphe de l'émotion. Donc je vous rejoins entièrement. Je pense que ce qui nous manque, c'est l'appel à la raison. Et voilà, c'est bon, bref. Et puis Rémi aussi peut-être pour aborder ça. Est-ce que les éditoriaux du Populaire ont été édités? Parce que il y a à l'échelle de la Dépêche de Toulouse l'édition des éditoriaux de Jaurès et ceux de Clémenceau, et moi je trouve qu'il manque. Hein, alors il y a des extraits. Ça n'a pas été édité. Ça n'a pas été édité. Voilà, ça n'a pas été édité. Il y a quelques extraits que tu peux même dans ce livre-là qui est sorti. Là, tu as des choses, tu vois. Mais il y a pas le. Après, c'est une somme énorme. Hein. Mais oui, énorme. C'est un édito par jour. Enfin, c'est une somme énorme. Mais faudrait. Enfin, c'est aussi. Parce que. Vas-y. Juste pour dire que parce que la dimension de journaliste, dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est un leader intellectuel par les écrits du journaliste. Bien sûr. Et le fait qu'il soit à la tête du Populaire, pour Léon Blum, est quelque chose de fondamental dans son temps. Ouais. Et peut-être à relire dans le nôtre, ça c'est une autre histoire. Qui est-ce qui souhaite poser une question, s'il vous plaît? C'est une... Vas-y. C'est pas une question, mais je voulais, en parlant d'émotion, je voulais mettre en avant aussi la puissance des médias dessus, qui nous parlent maintenant, le sujet, il faut que ce soit le sujet médiatique, c'est de l'émotion. Et là, en particulier en ce moment, je trouve que on agite beaucoup les émotions et la raison après. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pourtant, j'arrive d'un média national et... Oui. Ouais, mais j'ai aussi de la peine, hein, je vous le dis. Franchement, j'ai de la peine. Parce que je sens bien qu'on est tous coincés là-dedans. Parce que, bon, bref, c'est très compliqué, pour tout vous dire. Ouais, voilà. Parce qu'il faut qu'on reste tous très calmes, mais on peut aussi être énervé contre ma radio, parfois. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. D'autant que la figure de Léon Blum est une figure... Non, mais parfois, même chez nous, on est tenté par ça, vous voyez. Donc, parce qu'on est coincé, il y a un système qui est en place, on ne veut pas perdre la partie. Donc, parfois, on est tenté par ça aussi. Et on tombe dans le piège parfois aussi. Donc, alors, peut-être une dernière question, ou d'autres si vous le souhaitez, avant que Philippe Collin dédicace ses livres. Juste pour dire que l'émotion, ce n'est pas la sensibilité. Et que c'est pas, on va pas faire comme si on n'était pas traversé, porté par des émotions. Elles emploient les formes qui sont les formes actuelles. Hein. C'est pas le plus grave. C'est plus le contenu, ce sur quoi on va s'appuyer. Et dans ce livre-là, tu insistes beaucoup, et je trouve de façon très intéressante, sur le fait que Léon Blum, dans son temps, est décrit comme quelqu'un de sensible, de particulièrement sensible, et nourrissant son socialisme aussi. D'une sensibilité humaniste très forte et très déployée aussi. Donc, oui, évidemment, nous sommes sensibles. Et oui, c'est un être profondément sensible. Blum ne l'était pas moins. Un masculin sensible. C'est ça qui est intéressant, et très moderne peut-être aussi d'ailleurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Donc je me mets là et je vous attends pour signer si vous voulez des livres. Voilà. Olivier, merci beaucoup à toi. Un grand merci Olivier. Merci bien. C'était super, merci.
L'ouvrage Léon Blum, une vie héroïque, écrit par Philippe Collin et un collectif de chercheurs et chercheuses, est paru aux éditions Albin Michel. Auparavant, Philippe Collin avait publié Le fantôme de Philippe Pétain chez Flammarion en 2022 et en BD Le voyage de Marcel Grob sur des dessins de Sébastien Goethals chez Futuropolis en 2018 et La patrie des frères Werner, toujours un dessin de Sébastien Goethals, paru chez Futuropolis en 2020. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 16 octobre 2023 à la librairie Ombre Blanche, enregistrement, mise en onde, réalisation, Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.